Eh bien, mesdames, messieurs et chers amis, merci infiniment de nous avoir rejoints, d'être déjà très nombreux pour suivre cette visioconférence de ce soir qui est sur la thématique des biomarqueurs du vieillissement. Et nous sommes ici dans cette conférence qui est maintenant habituelle puisque vous le savez, tous les mois, que ce soit la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, la FAS, l'IESF, l'Association Bernard Grégory sont vraiment très, très heureux d'accueillir des intervenants de grande qualité. Nos conférences qui s'ouvrent chaque fois avec une intervention dans un domaine scientifique différent et puis chaque fois un regard qui permet d'avoir des applications, des éléments extrêmement concrets sur ce qui se passe dans la vie économique par rapport à ces innovations ou par rapport à ces nouvelles technologies. Pour ce soir, la thématique, elle est sur une question de santé. On le sait ô combien dans cette période de pandémie, ces questions de santé nous interpellent tous. Et ce soir, ces questions du vieillissement nous interpellent également tous, mais pour des raisons qu'on va peut-être découvrir les uns ou les autres, et avec sans doute des choses extrêmement nouvelles et extrêmement intéressantes. Pour l'heure, je voudrais juste, avant de passer la parole à nos deux amies qui sont les modératrices de ces débats qui vont venir dans un instant, vous dire quelques mots sur un petit peu le rappel de la façon de fonctionner ensemble pendant ces 2 heures, jusqu'à 19h30, 1 heure et demie ensemble. Nous avons une capacité bien sûr de dialogue qui se passe via le digital ici sur l'application Zoom et vous pouvez avoir la possibilité de poser des questions, intervenir sur le chat, marquer tout ce qui vous intéresserait de savoir en plus de tout ce qui va vous être dit lors des 2 interventions liminaires. Et nous avons d'abord à peu près une trentaine, quarantaine de minutes d'intervention liminaire sur monsieur le professeur Michel, ensuite l'intervention du professeur Denis, et nous ouvrirons les débats, nous poserons des questions, on aura un débat extrêmement libre avec donc l'appui de Catherine Leloir et de Marie de Vavrin, qui sont l'une et l'autre au sein de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, au cœur de ces questions, avec chacune une expertise pointue sur nos sujets de santé, sur nos sujets de nouvelles technologies, d'innovation, parce que c'est vraiment cela que nous cherchons les uns et les autres à appuyer, approfondir, et avec votre participation à tous très nombreuses à chaque fois et on s'en réjouit. Alors merci Catherine de nous dire un mot sur le sujet de ce soir. Pourquoi ce sujet? Je voudrais remercier le professeur Patrice Debré, qui est président de la FAS et qui a eu cette idée de nous proposer ce thématique ce soir. Patrice, si vous vouliez dire un mot et Catherine nous introduire l'ensemble du débat. Merci à vous. Sylviane, merci. Donc, un mot très rapide d'abord pour saluer tous nos invités. Saluer également en particulier Jean-Pierre Michel qui a accepté de débuter ce soir notre entretien. Saluer également Fabrice Denis, dire que c'est un sujet qui est absolument passionnant, vous allez le voir. Et je ne voudrais pas le prolonger plus longtemps et passer la parole donc à Catherine et Marie qui vont introduire le débat. Allez-y, Catherine. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir nos 2 experts, tous éminents, sur un sujet qui nous concerne tous, qui est le vieillissement. Un processus certes inéluctable et hétérogène, sur lequel néanmoins on peut partiellement agir pour prévenir la dépendance et augmenter la qualité de vie. Pour cela, il faut bien sûr identifier les marqueurs, tant biologiques que fonctionnels, et ne pas s'arrêter à l'âge chronologique, c'est-à-dire au nombre des années. Il faut identifier les risques sur lesquels des interventions générales ou individuelles sont encore possibles pour retarder le processus de déclin et donner de la qualité de vie aux années. Nos 2 experts nous parleront de ces marqueurs sur lesquels on peut agir pour mieux vieillir, du rôle des patients pour auto-évaluer leur état fonctionnel et permettre d'anticiper des actions correctrices. Je peux dire que l'apport de la e-santé et des nouvelles technologies est tout à fait fondamental
et qu'il se développe de plus en plus des applications au service de la santé et des patients. Je présenterai brièvement les deux intervenants. Monsieur Jean-Pierre Michel, professeur à l'Université de Genève, ancien chef de leur département académique de gériatrie. Il est directeur de la Fédération d'enseignement gériatrique, pour lequel il a d'ailleurs reçu un World Award, de l'Association internationale de gériatrie et de Gériatrie Monde. Il est ancien expert de l'OMS et il est aussi membre des académies de médecine en France et en Espagne. Il a publié de très nombreux articles et ouvrages, dont le manuel d'Oxford de médecine gériatrique. Il a dirigé la rédaction du rapport européen qui s'intitule « Transformer le futur du vieillissement », qui est, il faut le souligner, une œuvre collective des académies de médecine européennes au service de la santé. Il a un document de quasi 300 pages, mais si vous en avez la possibilité, je vous invite néanmoins à lire au moins l'executive summary d'une dizaine de pages qui est tout à fait passionnant. Notre deuxième intervenant, le professeur Fabrice Denis, est radio-oncologue à l'Institut Jean-Bernard du Mans et professeur de e-santé à l'École de médecine de Paris. Il est aussi docteur en sciences, chercheur associé au CNRS, membre de l'ASCO, les oncologues américains, et ancien président du syndicat national des radio-oncologues. Expert de e-santé, il conseille des gouvernements et des entreprises. Sans doute vous avez sans doute entendu parler de l'application qu'il a développée, qui a été très utilisée en France via l'HAS sur les symptômes du Covid. Voilà, avant de passer la parole à nos deux experts, j'aimerais attirer votre attention sur la spécificité de ces deux interventions. C'est une recherche scientifique appliquée au vieillissement qui, au-delà d'une prise de conscience, doit permettre une véritable action préventive et concrète pour ralentir les effets du vieillissement, car notre bonne santé va bien au-delà de la simple absence de maladie. Et j'ajouterai enfin que la prévention de la dépendance et la préservation d'une meilleure qualité de vie est un enjeu humain et économique universel et mondial. Professeur Michel, nous vous écoutons avec grande attention. Et merci à tous nos participants. Merci à vous de nous avoir rejoints. Vous êtes maintenant plus de 65 personnes déjà à nous écouter. Et n'hésitez pas à intervenir sur le chat, sur la conversation pour poser les questions qui vous viendraient au fur et à mesure de la présentation. Le professeur Michel intervient maintenant. Bonsoir à tous. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous et je suis heureux aussi de l'audience absolument majeure qui va écouter ce topo sur les biomarqueurs du vieillissement normal et pathologique. En fait, je n'avais jamais pensé réellement à ce thème de biomarqueurs du vieillissement et j'ai appris beaucoup de choses en préparant cet exposé, comme vous allez le voir, qui est absolument passionnant. J'ai un conflit d'intérêts que je signale et j'aimerais vous parler d'emblée du vieillissement. Et quand on parle de vieillissement, généralement, on dit qu'il s'agit de l'accumulation aléatoire qui, au fur et à mesure du temps, vont entraîner des altérations des principales fonctions de l'organisme. En fait, il faut savoir que tout débute à la conception et que tout au long de la trajectoire de vie, il va y avoir ces accumulations d'anomalies aléatoires qui vont se situer à différents niveaux. Et en fait, il faut être certain et convaincu que vieillir est un processus. Le processus du vieillir est dynamique, complexe et grandement dépendant du temps qui s'écoule, mais aussi de certains déterminants de santé, des déterminants individuels et des déterminants environnementaux. En fait, lorsque l'on parle de vieillissement, on peut parler, comme dans le cas de Reina, qui est une petite Française atteinte de progéria, d'une anomalie génétique mais non héréditaire, qui entraîne un vieillissement très précoce. Et vous voyez que Reina
à tous les symptômes et tous les signes d'un vieillissement accéléré. C'est lié à une maladie bien particulière de la lamina A du noyau des cellules, qui entraîne une altération cellulaire. À côté de ça, nous avons Sœur Andrée, qui est la vice-doyenne du monde de longévité et qui vit tout le temps en ce moment et qui a récemment fêté son récent anniversaire. En fait, on voit très bien que ces modifications montrent bien qu'en plus du temps qui s'écoule, d'autres facteurs interviennent significativement pour modifier la vitesse du vieillissement. Et en fait, quand on détermine ou quand on essaye de déterminer ce qui va modifier le vieillissement, il y a bien sûr des facteurs individuels. Et parmi les facteurs individuels, il y a le problème génétique. Et ce qu'il faut se rappeler, bien sûr, c'est que seulement 25% de nos gènes ont une expression fixe tout au long de notre vie. Ces gènes peuvent être, comme dans le cas de la progéria, une maladie monogénétique, et on identifie à peu près 6000 maladies génétiques, mais le plus souvent, quand on parle de longévité, il y a une multitude de déterminants génétiques, parmi lesquels deux sont extrêmement importants, l'APE et la FOXO3A. Mais il y a un innombrable nombre de facteurs génétiques qui interviennent. À côté de ces 25% de gènes qui ont une expression fixe, 75% de nos gènes n'ont pas une expression fixe, mais modulable tout au long du temps. Et c'est ce que l'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire des modifications des gènes. Ça peut être une altération structurelle ou alors des changements particuliers au niveau de ces gènes. Et nous allons reparler tout à l'heure de l'âge biologique et de la méthylation du DNA. Donc, on voit très bien que s'il y a 75% de nos gènes qui sont modifiés, un facteur extrêmement important à côté du facteur individuel sera l'environnement. En fait, si l'on parle de facteurs individuels, il faut bien sûr parler de certains facteurs, en particulier l'éducation, les habitudes nutritionnelles, les problèmes d'exercice physique, mais aussi les comportements de vie et les styles de vie qui sont fondamentaux. Mais il faut aussi penser aux facteurs environnementaux, la sécurité et la qualité de l'environnement, les inégalités socio-économiques, les cultures, éventuellement la spiritualité et religion, et bien sûr les choix de société, comme nous allons en parler tout à l'heure, les progrès scientifiques et les progrès technologiques. Donc en fait, les trajectoires de vie vont être extrêmement différentes d'une personne à l'autre. Et on peut avoir, comme dans cette courbe de l'OMS, en bleu, des sujets qui ont un vieillissement parfaitement homogène tout au long de la vie. On peut dire que ce sont des personnes qui vivent en bonne santé. Et vous voyez que jusqu'à la dernière période de vie, ils sont fonctionnellement actifs et en assez bonne forme. Il y a des personnes qui vont avoir un déclin relativement précoce, c'est ce que nous voyons en courbe rouge, et qui bien sûr se dégradent au fur et à mesure du temps, même si de temps en temps, il y a des petites récupérations. Et en jaune, vous avez des personnes qui vieillissent bien et qui d'un seul coup, à cause d'un accident vasculaire brutal, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, un traumatisme ou un choc psychologique majeur, vont avoir un déclin brutal avec des récupérations qui vont être relativement différentes. Et cela vous montre les différentes courbes en pointillés que nous voyons en vue. Donc, en fait, quand on regarde de façon générale ce qui se passe dans la population, on peut avoir au même âge des personnes qui ont un comportement et une attitude du vieillir complètement différents. Des gens qui vont être en bonne forme, des gens qui vont être en moins bonne forme et des gens qui vont être assez décatis avec l'âge. Donc, en fait, lorsque l'on pense à l'âge chronologique, j'ai essayé de vous démontrer aujourd'hui, maintenant, qu'il pouvait y avoir des modifications génétiques héréditaires. Il pouvait y avoir des personnes qui vivront très très longtemps à des âges extrêmement élevés, et il y a ces courbes complètement différentes de trajectoire de vie, avec le potentiel d'être en très bonne forme, ou au contraire, d'avoir un déclin relativement prononcé. Et donc, ce qui est vraiment fondamental à entendre,
c'est qu'on ne peut pas caractériser les personnes âgées par l'âge chronologique. Cela n'est pas admissible et je vais vous en montrer pourquoi. C'est pourquoi, maintenant, de plus en plus, on recherche des biomarqueurs du vieillissement. Alors, qu'est-ce qu'un biomarqueur du vieillissement? Quelle est la définition? Ces biomarqueurs doivent permettre d'identifier les personnes à risque de vieillir de façon pathologique, soit un déclin accéléré de l'ensemble des capacités, soit des maladies particulières, soit des impossibilités d'effectuer les actes de la vie quotidienne. Les biomarqueurs, qui sont importants, doivent être fiables, reproductibles, faciles d'utilisation et sans conséquence pour la santé. D'autre part, à quoi servent ces biomarqueurs? Ces biomarqueurs servent à proposer des interventions qui peuvent être ciblées ou plus générales afin d'éviter ou de retarder ou de limiter l'aggravation des pathologies. Et enfin, quand on a fait ces interventions, de faciliter l'évaluation de celles-ci afin de savoir comment on peut améliorer le vieillissement. Alors, à côté de cet âge chronologique que je viens de détruire en disant qu'il n'était pas admissible de caractériser une personne par son âge chronologique, on a l'âge biologique qui apparaît comme une des ressources possibles. L'âge biologique cherche à évaluer les détériorations progressives et aléatoires qui se passent au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau tissulaire, et ces altérations progressives altèrent les fonctions d'organes. Alors, quels sont les processus intimes du vieillissement? On en note à peu près une dizaine: l'instabilité génomique, l'accrétion des télomères, les altérations épigénétiques, l'altération des fonctions des protéases, les dysfonctions mitochondriales, la sénescence cellulaire, l'épuisement des cellules sources, l'altération de la communication intercellulaire et la dérégulation nutritionnelle. Tout cela existe, mais tout cela dépend beaucoup du facteur environnemental. Et quand on va parler, par exemple, de marqueurs liés à l'accrétion des télomères, on voit très bien que les télomères qui étaient prévus comme étant un excellent biomarqueur du vieillissement sont apparus comme n'étant pas très valables compte tenu de l'influence de l'environnement. Et ces télomères se modifient avec l'âge, bien entendu, mais avec le stress, mais se modifient avec les conditions de travail, se modifient avec les maladies. Et donc, actuellement, les télomères ne peuvent plus être considérés comme un biomarqueur du vieillissement. Un autre biomarqueur du vieillissement qui est de temps en temps prôné, c'est la notion de sénescence cellulaire. Et en fait, quand on regarde de près ce qui se passe au niveau de la sénescence cellulaire, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont décrites actuellement, mais qu'il y a un manque de spécificité des marqueurs cellulaires de sénescence, et qu'en fait, pourquoi? Parce qu'il existe différents programmes de sénescence cellulaire et que ça dépend toujours du type de cellule. Donc, c'est très difficile d'aller de l'avant avec ce problème de cellules sénescentes. D'autre part, j'aimerais vous présenter cette étude qui est récemment publiée, 2019, et qui est celui d'un suivi de 136 mois de 143 personnes âgées, et ils ont étudié très régulièrement 93 marqueurs biologiques différents. Ils ont comparé les résultats chez les personnes âgées avec des personnes plus jeunes, et vous voyez sur ce schéma que, utilisant ces 93 marqueurs qu'ils ont groupés en différentes catégories, eh bien, effectivement, il y a une modification de ces marqueurs avec l'âge, mais il n'y a pas beaucoup de résultats à tirer, car tous ces marqueurs sont des marqueurs qui sont combinés les uns aux autres, et il n'y a pas un seul marqueur qui apparaît comme étant vraiment très important dans ce cadre biologique du vieillissement. Donc, j'ai été très attiré par cette étude dont j'ai fait la revue en 2020 et qui est un article publié dans eLife sur le suivi pendant 20 ans de presque 900 individus d'âges différents. Et pendant ces 20 ans, il y a eu des mesures consécutives, près de 4000 mesures consécutives qui ont été effectuées. Et ces mesures consécutives sont vraiment très importantes à considérer parce qu'en haut,
vous avez toutes celles qui concernent la biologie et l'âge biologique, longueur des télomères, méthylation du DNA par 3 méthodes différentes. Et en bas, vous avez des éléments tout à fait différents. Ils ont comparé l'âge physiologique, les fonctions cognitives, l'âge fonctionnel et la capacité intrinsèque. Alors, quand on voit ces schémas, on se rend bien compte tout de suite que, en fait, il y a des courbes d'âge biologique qui suivent parfaitement l'âge biologique. C'est le cas du DNA. Vous voyez les deux marqueurs du DNA méthylé Hanoun et Howard. Et puis, vous avez des facteurs qui sont relativement bons, qui sont l'âge physiologique et aussi l'âge fonctionnel. Donc, ce que je vous propose dans les prochaines minutes, c'est de vous parler essentiellement des résultats de l'âge physiologique et de l'âge fonctionnel. Concernant ce que je viens de dire, le DNA et la méthylation du DNA marquent très bien l'âge biologique et concordent relativement bien avec l'âge chronologique. Mais ce qui est plus important pour nous, quand on cherche un biomarqueur, c'est de trouver quel est l'âge physiologique. Dans le cadre de cette étude, les auteurs ont étudié l'index de masse corporelle, la circonférence de la taille et la circonférence de hanche, la pression artérielle systolique et diastolique. Et ils ont utilisé des marqueurs biochimiques. Je parlerai essentiellement du cholestérol et de l'albumine. Alors, si on regarde ce qui se passe avec l'âge, et en particulier en ce qui concerne l'index de masse corporelle, qui est la relation entre l'index de masse corporelle, qui est en fait le poids en kilos divisé par la taille au carré, mesuré en mètres, eh bien, dans cette étude européenne, une méta-analyse de 89 études prospectives avec plus de 1 100 000 participants et un taux de mortalité d'environ 56 000, tous les âges confondus, on voit très bien que plus que les résultats montrent qu'il y a en fait une courbe rongée. La normale étant pour le BMI ou pour l'index de masse corporelle entre 20 et 24, on voit très bien que le risque, le taux de dangerosité pour ce taux de 20 à 24 est égal à 1. Mais si vous avez une courbe en J, si vous êtes trop maigre, avec dénutri, vous avez un risque de mortalité qui est multiplié par 2. Si vous êtes trop bien nourri avec un index de masse corporelle très élevé, vous avez une mortalité qui peut augmenter par 4. Comme je vais le répéter maintenant, c'est une étude qui a été faite tout âge confondu. Quand on prend les personnes âgées et que l'on compare les index de masse corporelle de la grand-mère et de la petite fille, on voit que la grand-mère, sur cette image, a 75 ans, que la petite fille a 31 ans. Elles ont un poids équivalent de 52,6 kg. Par contre, la taille de la grand-mère est de 1,32 m, celle de la petite fille de 1,57 m. Et vous voyez que si la petite fille semble avoir un index de masse corporelle normal, la grand-mère a un index de masse corporelle qui pourrait nous faire dire qu'elle est obèse. Cela veut dire qu'il faut énormément se méfier de la valeur de l'index de masse corporelle chez les personnes âgées et que ça ne peut pas être considéré chez ces personnes âgées comme un bon index, un bon biomarqueur du vieillissement. Alors, ce qui est important, c'est de voir que ce qui a modifié l'index de masse corporelle chez la personne âgée, c'est la modification de sa composition corporelle et particulièrement ici de son ostéoporose bien prononcée. En fait, il y a un changement extrêmement important de la masse corporelle ou de la composition corporelle avec l'avance en âge. Et comme je vous l'ai dit, l'index de masse corporelle augmente un tout petit peu avec l'âge, et vous voyez que le poids diminue théoriquement avec l'âge, en comparaison des adultes de 38 ans, aux alentours de 38 ans en rouge, les adultes âgés en vert et les adultes très âgés en bleu. Donc, vous voyez que si on voit ce qui se passe, la perte de poids au grand âge est un désavantage majeur. C'est une survie d'une population âgée institutionnalisée. Et vous voyez que si le poids reste stable, après 10 ans,
eh bien, on voit la courbe de déclin et de mortalité. Mais si la perte de poids en bleu existe, une perte de poids de plus de 5 kg, la mortalité est vraiment significativement plus importante. Donc, en fait, il faut se rappeler de deux choses. D'une part, qu'il y a souvent de la sous-nutrition chez les personnes âgées. À peu près 10% des personnes de 65 à 75 ans à Newcastle étaient atteintes de malnutrition et 18% dans cette même étude des personnes de plus de 85 ans avaient cette malnutrition. C'est la première chose. Il faut faire très attention à la sous-nutrition ou dénutrition. Je vais vous donner les différences de conception. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut surtout essayer de ne pas maigrir lorsqu'on vieillit afin de garder sa bonne santé. Un autre point qui est assez majeur, c'est qu'avec l'avance en âge, on augmente sa masse graisseuse. Et je ne voudrais pas insister sur les problèmes qui sont liés à cette augmentation de la masse graisseuse, mais vous parlez de la masse graisseuse elle-même. Vous voyez que la graisse infiltre les muscles, infiltre le foie et le pancréas, infiltre la région péricardique et périvasculaire, infiltre les tissus sous-cutanés, infiltre la graisse sous-cutanée, la graisse abdominale et la graisse viscérale abdominale. Et donc, il y a une modification complète des périmètres de hanche et des périmètres de taille, la circonférence abdominale de taille. Et on voit très bien que pour cette circonférence de taille, pour les hommes, il faut avoir théoriquement un périmètre de taille inférieur à 102 cm. Pour les femmes, un périmètre de taille inférieur à 88 cm. S'il y a des anomalies plus importantes, à ce moment-là, il y a une diminution de la sensibilité à l'insuline et donc une augmentation de l'insuline. Il y a des modifications du taux de cholestérol qui augmentent, surtout le mauvais cholestérol HDL. Il y a une augmentation des triglycérides et il y a une augmentation de la fréquence cardiaque. Tout cela aboutit au fait que cette augmentation de la taille explique la dangerosité de développer une hypertension artérielle et aussi des problèmes d'hypercholestérémie et aussi de syndrome métabolique. Donc, incontestablement, il y a un intérêt à mesurer la taille de l'abdominale et en fait, on voit très bien qu'avec l'augmentation de la taille, il y a aussi une augmentation du risque de mortalité. Donc, facteur très important. Le dernier point que je voudrais souligner par rapport à ce schéma que je vous ai précédemment montré, c'est en fait la diminution majeure de la masse graisse, de la masse maigre. Et quand on parle de masse maigre, on parle essentiellement de l'os. Il y a une perte de la masse musculaire énorme entre l'âge de 40 ans et 70 ans. Et cette perte de masse musculaire va continuer et va s'accélérer au très grand âge. Et c'est ce que l'on appelle, lorsqu'elle est associée à une diminution de la force musculaire, ce que l'on appelle la sarcopénie. Donc, si l'on revient à cette diapositive, on voit très bien l'importance de ces mesures du poids, ces mesures de la circonférence abdominale, qui peuvent être considérées comme de bons marqueurs. Autre chose, maintenant, sur un autre thème qui avait été évoqué dans l'étude que je vous ai présentée précédemment, c'est l'augmentation de la pression artérielle avec l'âge. Et vous avez cette étude que je viens de découvrir dans JAMA, publiée il y a quelques jours. Vous savez qu'une étude fantastique entre 1971 et 2014 d'environ 150 000 observations faites chez 32 000 personnes âgées. Et on voit qu'avec l'âge, il y a une augmentation nette tant de la pression artérielle systolique et de la pression artérielle diastolique. Et vous voyez ensuite un déclin de cette pression artérielle diastolique au fur et à mesure de l'âge, du fait que les vaisseaux deviennent de plus en plus athéroscléreux et rigides. Et on voit que chez la femme en particulier, l'augmentation de la pression artérielle systolique dépasse largement l'augmentation chez l'homme. Et si on considère des personnes à partir de l'âge de 20 ans et qu'on suit le profil de l'augmentation tensionnelle, vous voyez comment cette augmentation tensionnelle
augmente avec le temps qui passe et est absolument majeur. Or, la pression artérielle doit être considérée avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce qu'elle est la cause d'accidents coronariens, bien sûr, de pathologies coronariennes en rouge, d'accidents vasculaires ischémiques ou hémorragiques, d'insuffisance rénale et aussi de toute autre pathologie cardiovasculaire. Et on voit qu'au fur et à mesure que la pression artérielle, et si elle est supérieure surtout à 140 de systolique, il y a de nombreux dégâts possibles. Bien sûr, plus la pression artérielle augmente, plus il y a des risques de mortalité par ces causes cardiovasculaires, rénovasculaires et cérébrovasculaires. Quand on parle du cholestérol total, à ce moment-là, on parle souvent de choses qui sont difficiles à comprendre, car l'augmentation du cholestérol change et le taux de cholestérol change avec l'âge. On voit très bien que l'augmentation majeure de cholestérol se passe chez les sujets de 35 à 44 ans. L'augmentation est énorme. Chez les sujets de 55 à 64 ans, l'augmentation est moins forte. Et chez les sujets plus âgés, on voit qu'il y a moins d'augmentation. Et il faut énormément se méfier du taux de cholestérol chez les sujets âgés. Et souvent, une hypocholestérolémie est associée aussi avec une hypoalbuminémie et correspond à un problème nutritionnel. Donc, en fait, c'est surtout à l'âge moyen de la vie que ces facteurs de cholestérol sont très importants à considérer et que c'est là qu'il faut lutter contre ces hypercholestérolémies. Concernant l'albumine, l'albuminémie est un excellent marqueur d'état nutritionnel. Mais dans cette étude, qui comporte des malades qui ont été hospitalisés et avec un suivi de ces patients, on voit très bien qu'un taux normal de cholestérol est bien supérieur pour la mortalité, c'est-à-dire qu'il protège de la mortalité, alors que si vous avez un taux bas de cholestérol, votre chance de mortalité et vos risques de mortalité est beaucoup plus important. Et c'est un facteur qui revient à ce que je vous ai dit précédemment, c'est attention à la dénutrition chez les personnes très âgées. Donc en fait, j'ai essayé de vous faire un panorama de l'ensemble des marqueurs d'âge physiologique. Et en particulier, j'ai essayé de vous montrer par des différentes mesures de poids, d'index masse corporelle, de pression artérielle, systolique, diastolique, de cholestérol et d'albumine, comment ces marqueurs pouvaient interférer et permettre d'améliorer ou de mieux comprendre l'âge physiologique en rapport avec l'âge chronologique. Maintenant, il reste un autre sujet, c'est le sujet de l'âge fonctionnel. L'âge fonctionnel est une notion qui apparaît très récemment et comme je vais le dire, c'est maintenant une notion qui est vraiment très à la mode puisqu'elle a été promue par l'OMS en 2015. En fait, elle correspond à l'activité de toutes les personnes vieillissantes dans la vie de tous les jours afin de maintenir ses capacités tout au long de la vie. Alors, j'ai essayé de vous parler de l'âge chronologique. J'ai dit qu'il n'était pas un bon marqueur. J'ai dit que l'âge biologique était vraiment une mesure importante et qu'il correspondait surtout à un problème de DNA. Il y a l'âge physiologique et l'âge fonctionnel. L'âge fonctionnel a été mis à la mode par le premier rapport global de l'OMS sur le vieillissement en santé publié en 2015. Et ce rapport précise de façon extrêmement claire, et ce n'est pas encore parfaitement perçu par le corps médical et aussi l'ensemble de la population, le vieillissement en bonne santé, c'est le processus de développer et de maintenir des capacités fonctionnelles jusqu'au très grand âge afin de maintenir le bien-être. Donc, il nous faut trouver des marqueurs. Et parmi les marqueurs, celui qui est le plus utilisé dans le monde, mais qui n'est pas si simple à utiliser, c'est en fait la force de préhension d'une main, des deux mains. Et en fait, on voit très bien que cette force de préhension qu'on utilise avec un appareil, le Jamar, doit être supérieure à 28,5 kg chez l'homme, supérieure à 18,5 kg chez la femme, et on voit qu'il y a une corrélation relativement bonne entre ce déclin de cette force musculaire et le nombre d'années. En fait, c'est un marqueur très utilisé dans pratiquement tous les domaines gériatriques, qu'il s'agisse d'ostéoporose, de
prévention des chutes, de prévention des fractures, tous les problèmes liés à la sarcopénie, à la fragilité, mais aussi aux différentes pathologies. C'est un très bon marqueur d'accélération du vieillissement lorsque l'on suit cela de façon dynamique. Mais c'est un marqueur difficile à utiliser que l'on ne peut pas s'auto-administrer soi-même et qui doit être régulièrement fait. Une chose beaucoup plus simple, c'est l'équilibre sur un pied. Et on voit très bien que les yeux ouverts, l'équilibre sur un pied se modifie complètement entre 50 et 59 ans. Et vous voyez cette cassure absolument majeure de l'équilibre les yeux ouverts. Je ne vous recommande surtout pas de faire l'équilibre les yeux fermés, mais l'équilibre les yeux ouverts, vous voyez qu'on a une cassure et on peut très bien évaluer au fur et à mesure que l'âge avance les capacités de maintenir cet équilibre. Et ça, c'est fondamental pour une raison très simple, c'est qu'on peut ainsi éviter les chutes en sachant que les chutes sont une conséquence traumatique majeure chez les personnes âgées. 30% des plus de 65 ans chutent environ une fois par an. 50% des plus de 85 ans chutent environ une fois par an. Et un des grands problèmes de ces chutes, c'est la répétition des chutes elles-mêmes. En fait, j'aimerais vous parler de cette façon de prévenir les chutes, qui est une observation clinique majeure d'une physiothérapeute. C'est une physiothérapeute suédoise qui, en fait, a été surprise de voir que quand elle accompagnait des personnes dans une salle à manger ou autre, elle leur posait des questions. Il y avait deux types de réponses. Soit ils continuaient à marcher en répondant à la question, soit ils s'arrêtaient de marcher en essayant de répondre à la question. Et elle a découvert que ceux qui s'arrêtaient de marcher en répondant à la question avaient une fréquence de chute beaucoup plus importante que ceux qui continuaient à marcher en répondant à la question. Et vous allez voir que cette diapositive que je vous remontrais tout à l'heure dans un autre contexte est extrêmement importante et cette physiothérapeute vraiment mérite, par son observation clinique, d'être vraiment saluée. Cher professeur, pardonnez-moi, mais s'il y avait la possibilité d'aller vous-même vers une petite chute de votre exposé, pardon, on va avoir un petit problème de temps, si vous voulez bien. Bientôt nous terminer. Je ne crois pas. Ah oui, excusez-moi. Donc, autre chose, c'est la façon de se fléchir et de se lever d'une chaise. Et vous voyez que si on a levé d'une chaise qui est importante chez l'homme et chez la femme, vous avez aussi une cassure de se lever de chaise aux alentours de l'âge de 59 ans chez l'homme et chez la femme. Et cette cassure est extrêmement importante puisqu'elle va dépendre de votre survie. Si vous avez un lever de chaise de plus de 18 chez l'homme, vous avez une survie beaucoup plus importante que chez la personne âgée. La personne qui se lève beaucoup moins souvent. Pour la marche, vous avez exactement la même chose. La vitesse de marche est extrêmement importante à considérer et vers les 50-59 ans, chez l'homme comme chez la femme, vous avez une cassure de la vitesse de marche qui est vraiment considérable et qui doit être prise en compte. Et cela d'autant plus que l'on sait actuellement qu'on a fait beaucoup de progrès, que l'homme vieillit beaucoup mieux maintenant qu'avant. Cette étude japonaise atteste que les personnes de plus de 75 ans, chez les hommes de 75 ans, les Japonais de 75 ans aujourd'hui, marchent à la vitesse à laquelle marchaient les hommes de 65 ans il y avait en 1997. Donc, incontestablement, il semble que l'on ait gagné 10 ans d'espérance de vie fonctionnellement bon sur la marche. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Et en fait, cette vitesse des marches est dépendante ou est en relation avec le problème d'incapacité fonctionnelle, mais aussi de survie. Et vous voyez, plus vous marchez vite, plus vous avez des chances de survivre longtemps. Je voudrais insister à nouveau sur cette diapositive, parce que cette observation de cette physiothérapeute a fait que l'on a plus connecté maintenant la fonction de la marche avec la fonction cérébrale, et on s'est rendu compte par des méta-analyses différentes qu'il y avait une relation entre la performance de marche et le fait d'avoir ou non des troubles cognitifs. Et
Qu'est-ce qu'on entend par performance de marche? On entend la réduction de la vitesse de marche, mais aussi des anomalies de rythme, des anomalies de cadence, des instabilités, des rigidités, des blocages, des chutes. Et on voit très bien que ces problèmes de performance à la marche sont liés avec tout type de démence, plus les démences vasculaires et les autres types de démence qu'avec la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a eu cette relation entre cerveau et marche. Et on voit très bien que la marche lente, chez les sujets âgés, ne pose pas tellement de problèmes, mais que si vous avez une plainte cognitive et une marche lente, vous avez environ 2 fois plus de chances de développer une maladie démentielle. Et si vous avez déjà un stade de pré-démence, vous avez 5 fois plus de chances, si vous marchez lentement, d'avoir une perte de mémoire. En fait, l'étude majeure dans ce domaine est l'étude PACWID qui a été faite à Bordeaux et qui montre que la séquence, la notion de prononcer ou d'énoncer 4 fois en 15 secondes des noms d'animaux, de couleurs, de fleurs et de pays permet de dépister 12 ans avant le diagnostic de démence la présence ou la possibilité de présence d'anomalies cérébrales de type cognitif. Alors, je ne peux pas finir cet exposé sans parler d'ApoE4, qui est un thème majeur. Et on voit très bien que si vous êtes ApoE4 homozygote et que vous avez l'âge de 60 à 69 ans, vos chances de développer dans les 10 ans une démence est de 6 à 7%. Si vous avez plus de 80 ans et que vous êtes porteur de la ApoE4, votre chance de développer une démence dans les 10 ans est de 84%. Alors, que conclure par rapport à tous ces marqueurs que je viens d'exposer? Eh bien, d'abord, il faut bien se souvenir ce qu'a dit le docteur Leloiron au début, c'est que l'OMS a bien dit que vieillir en bonne santé, c'était bien plus que l'absence de maladie. C'était le processus de développer et surtout de maintenir les capacités fonctionnelles jusqu'au très grand âge pour permettre un bien-être. C'est aussi de vous dire que l'âge chronologique n'intervient pas tellement, que l'âge biologique est majeur, mais que surtout l'âge fonctionnel que l'on peut mesurer est extrêmement important. Et les différentes mesures d'âge fonctionnel permettent de parfaitement évaluer le vieillissement. Donc, les biomarqueurs modernes sont plus des biomarqueurs fonctionnels qui permettent d'identifier les personnes à risque, qui sont fiables, reproductibles, faciles à utiliser et qui vont vous permettre d'avoir des interventions précoces et de voir comment ces interventions vont pouvoir être jugées. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que vieillir est un processus continu, mais qu'une période majeure dans le vieillissement, c'est la mi-vie. C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir et il faut suivre les paramètres de biomarqueurs jusqu'au très grand âge. Parce que actuellement, on a énormément de moyens pour améliorer le vieillissement tout au long de la vie. Voilà, je vous remercie et j'espère pas avoir dépassé trop mon temps de parole. Merci infiniment. C'est nous qui vous remercions énormément pour cet exposé très précis, très détaillé, avec effectivement beaucoup d'éléments qui nous sont donnés, qui parfois peuvent surprendre. Je voudrais passer la parole donc au professeur Denis pour très immédiatement aussi poursuivre sur un certain nombre d'éléments d'application et qu'il nous apporte lui aussi son expertise sur ces questions d'outils connectés et biomarqueurs. Même combat pour vieillir en bonne santé, nous annonce-t-il maintenant. Professeur Denis, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci à votre société savante pour cette invitation et à tous les participants qui sont de plus en plus nombreux. Là. Je crois qu'on atteint bientôt à centaines, ce qui est remarquable. Bravo pour cette organisation. Alors effectivement, on va essayer de voir le lien qu'on peut avoir avec le vieillissement, les biomarqueurs de ce vieillissement, l'amélioration de ce vieillissement à partir de la technologie de la e-santé. La e-santé, ça regroupe essentiellement ce que l'on appelle les applications, hein, donc des logiciels qui peuvent être sur des smartphones ou sur des ordinateurs qui visent à améliorer la santé ou le bien-être. Alors, il y en a plus de 300 000
qui sont disponibles sur différents stores, on appelle ça comme ça, des stores, mais seulement 300 font ou ont fait l'objet d'essais cliniques randomisés. Donc, c'est intéressant de voir déjà le niveau de preuve qui commence à chuter lorsqu'on s'intéresse à l'intérêt clinique de ces applications. Donc, moins d'une sur 1000 ont fait l'objet d'études randomisées, seulement 4 ont montré un bénéfice en survie, 3 ont été publiés et 2 sur 3 concernent l'oncologie. Donc, on a 2 applications sur 300 000 qui ont montré un bénéfice en survie en cancérologie et une 3e en pneumologie. Alors, on s'intéresse d'abord aux applications qui ont fait leurs preuves. Donc, les 2 principales concernent la télésurveillance en cancérologie. Ce sont des outils qu'utilisent les patients pour donner des indications sur leur état de santé et ces indications sont envoyées à leur cancérologue pour voir un petit peu s'ils ont des toxicités de leur traitement, chimiothérapie, radiothérapie, s'ils ont besoin de soins de support, c'est-à-dire par exemple de diététicienne s'ils ont une perte de poids, de psychologue en cas de troubles de l'humeur, etc. Ça permet aussi la détection de rechutes précoces de leur cancer, puisque la plupart des récidives des cancers sont symptomatiques. Et donc, certains symptômes relatés par le patient peuvent alerter l'équipe médicale. Il y a aussi une possibilité d'évaluer la réponse tumorale, donc voir si les traitements font fondre la tumeur à partir de ce type d'application. Et puis, comme les patients, comme les centres de soins sont de plus en plus connectés, on observe un certain essor de ces outils de télésurveillance en cancérologie. Alors, le principe est le suivant. Donc, l'oncologue va prescrire un logiciel pour son patient. Le patient va recevoir chaque semaine, par exemple, un email ou un SMS. Il cliquera dessus et verra une dizaine, une quinzaine de questions sur son état de santé. Est-ce qu'il a un problème d'appétit? Est-ce qu'il a des douleurs? Est-ce qu'il a un essoufflement, de la fatigue, etc. Les données sont envoyées du smartphone vers un serveur sécurisé qui contient des algorithmes qui vont analyser les symptômes, leur association, leur dynamique, et les envoyer, si besoin, envoyer à l'équipe médicale une alerte suggérant un problème, une récidive, une complication. Et donc, l'équipe médicale reçoit un email et contacte le patient par téléphone pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de saisie du patient et réaliser, le cas échéant, une consultation anticipée et, si besoin, une imagerie ou un bilan biologique anticipé. Alors, la diapositive suivante, voilà. Donc ici, c'est un exemple de récidive sur l'écran d'un médecin qui reçoit donc les alertes du patient. Donc, vous voyez que le médecin ne recevait pas spécialement d'alerte les premières semaines. Et puis, une semaine, le patient a déclaré avoir des douleurs qui apparaissent, un nodule sous la peau, etc. Ça contribuait à ce que l'équipe médicale appelle le patient rapidement et réalise un scanner qui montrait, sur ce cas précis, une récidive osseuse qui a été traitée rapidement. Et on voit l'amélioration des symptômes au fil des semaines qui ont suivi cette alerte, avec une prise en charge dès les tout premiers symptômes de ce patient qui aurait dû théoriquement revoir son cancérologue que 2 mois plus tard avec son scanner systématique. Donc, il y a eu 2 mois de gain en termes de prise en charge, puisque en général, les patients qui ont quelques symptômes attendent la consultation avec le scanner prévu les semaines suivantes avec leur cancérologue. Ici, c'est une autre application. Les lignes se lisent du bas vers le haut. Et celle-ci, chez ce patient qui a un cancer du poumon avec des métastases et qui a débuté un traitement par chimio-immunothérapie, eh bien, montre que le patient avait des symptômes qui apparaissaient sur la 2e ligne, des douleurs, de la fatigue, de la toux, etc. Et finalement, des alertes étaient envoyées à l'équipe médicale qui prenait contact avec le patient rapidement pour améliorer les toxicités de ses traitements lorsqu'il s'agissait d'effets secondaires ou de déclencher des soins de support précoces. Par exemple, le patient avait des insomnies et donc elles ont été corrigées rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'application permettait aussi d'évaluer la réponse tumorale puisque ce patient avait une toux au départ à la prise en charge initiale de son cancer du poumon. Et cette toux a disparu en 3 semaines, suggérant une réponse de la tumeur qui a été confirmée par les PET scans, montrant entre l'image du haut et l'image du bas une disparition de la tumeur après seulement 6 semaines de traitement. Donc voilà ce type d'outil qui est en train de se généraliser, mais qui est passé par l'évaluation clinique type essai randomisé. Donc ici, c'est l'étude randomisée que nous avions réalisée avec ce type d'outil qui comparait donc la survie des patients qui utilisaient ce type d'application dans le cadre du suivi de leur cancer du poumon par rapport à un suivi standard sans application. C'est le tableau bleu, le suivi standard avec des scanners répétés tous les 3 à 6 mois systématiquement,
Par contre, dans le bras avec l'outil de e-santé, eh bien, il y avait moins de scanners programmés, mais par contre, un scanner était réalisé dès qu'il y avait une alerte issue de l'application. Donc, cette étude randomisée était la première au monde à montrer un bénéfice en survie globale, donc 20% de patients survivant à 1 an lorsqu'ils utilisaient l'application par rapport à un suivi classique. Et même cette survie était observée malgré le crossover, c'est-à-dire le fait que les patients qui n'avaient pas l'application, eh bien, au bout d'un certain temps, vu les résultats intermédiaires, on leur a donné l'application dans la surveillance. Donc, il y a eu un bénéfice de 20% pratiquement de survie à 1 an, 7 mois de survie médiane dans le bras avec application et un remboursement de cette application qui était une première en France, la première application remboursée par la Sécurité sociale pour être proposée aux patients avec un cancer du poumon en surveillance. Alors, ce qui a été heureux, c'est que l'année suivante de notre communication initiale en 2016, eh bien, l'État de Bash aux États-Unis a montré par une autre étude et une autre application une amélioration aussi de la survie de patients utilisant ce type d'outils, non pas après leur traitement comme nous l'avions fait, nous c'était dans le cadre de la surveillance post-thérapeutique, mais lui c'était utilisé uniquement pendant leur chimiothérapie. Et pareil, les patients rentraient 12 symptômes chaque semaine pendant leur chimiothérapie, et avec 7 ans de recul, il a mis en évidence 5 mois de bénéfices en survie en faveur des patients suivis par l'application, simplement par le fait qu'on leur détectait plus précocement que sans application leur toxicité et éventuellement leur récidive. Donc, ça a confirmé l'approche de ce qu'on appelle les IPRO, les Electronic Patient Reported Outcome, ou l'expression par les patients de résultats et de symptômes au travers d'applications. Donc, la e-santé, ça peut être efficace si c'est évalué correctement. Là, une dernière étude d'Ethan Bash qui montrait que les patients qui utilisaient ce type d'application étaient plutôt satisfaits de les avoir, avec un système qu'ils considéraient comme facile à utiliser, ils étaient acteurs de leur santé et étaient prêts à recommander ce type de suivi. Donc, c'est quelque chose qui, du côté des patients, est très facilement accepté. Alors, est-ce qu'on peut se dire que les applications de e-santé peuvent être utilisées à large échelle? C'est ce qui nous intéresse dans le vieillissement, puisqu'on l'a vu, ça concerne tout le monde. Est-ce que tout le monde pourrait se servir de ce type d'outils ou est-ce que ce serait réservé uniquement à des personnes un petit peu geeks, c'est-à-dire vraiment connectées à Internet et finalement pas pour les autres? Bien, on a un exemple très récent avec une autre application que nous avons développée au début de la première vague en mars 2020 du Covid, qui s'appelait maladiecoronavirus.fr. Et cette application visait à indiquer aux personnes qui avaient des symptômes suspects de Covid s'ils devaient appeler leur médecin généraliste, aller appeler le SAMU, le 15, les urgences, ou alors rester chez eux et se surveiller. C'est une application que nous avons développée en une quinzaine de jours avec la PHP, l'Institut Pasteur et le ministère de la Santé, et qui a montré que d'abord, elle était très utilisée, puisqu'on est maintenant à près de 14 millions d'utilisateurs qui continuent d'utiliser cette application de e-santé, et qui en plus a fait ses preuves sur le plan scientifique, puisqu'elle visait justement à empêcher la saturation du 15 par des appels inutiles de patients inquiets mais pas graves. Et finalement, cette application a rempli son rôle, puisqu'il y a eu 8 fois moins d'appels inutiles au 15 au moment du pic de la première vague épidémique. Et bien sûr, une explosion des téléconsultations, puisque l'application proposait aux patients non graves d'entrer en contact avec un médecin, soit leur médecin généraliste, soit une téléconsultation. Donc, ceci pour vous montrer que oui, les applications peuvent être utilisées éventuellement à grande échelle s'il y a un service rendu directement aux patients, sans forcément que les patients soient d'extraordinaires experts en informatique. Ça a permis, bien sûr, d'autres données, d'autres informations, comme un parfait suivi de l'épidémie, et c'est toujours utilisé d'ailleurs par le gouvernement pour suivre l'épidémie, puisqu'on a montré que les pics de connexion de patients qui ont des symptômes particuliers comme la perte d'odorat liée au Covid, eh bien, ces pics de connexion précédaient d'une dizaine de jours le pic et la baisse des hospitalisations. Ça a été montré lors des 2 pics épidémiques de mars et de novembre dernier. Donc, on peut faire aussi de la big data avec ces outils. On va voir que c'est intéressant dans le cadre du suivi du vieillissement fonctionnel, de faire de la big data. On peut faire de la prédiction avec ce type d'outil, c'est ce que l'on a pu faire avec cette application sur le coronavirus, puisqu'on voyait finalement dès la mi-septembre la carte de France de gauche des connexions des patients avec une perte d'odorat, déclarant une perte d'odorat sur l'application, mais on voyait avec 50 jours d'avance
la carte de France qui allait se réaliser en termes d'hospitalisation et de pic d'hospitalisation qui est apparu donc, le 4 novembre, puisque finalement les patients qui avaient une perte d'odorat allaient transmettre cette maladie aux plus anciens et mener à une vague d'hospitalisation 50 jours plus tard. Donc, ce type d'outil peut être utile pour le patient, mais aussi performant sur le plan épidémique et même académique. Alors, les applications et le bien vieillir. Quel cahier des charges? Qu'est-ce qu'elles doivent faire, ces applications? D'abord, il doit y avoir une possibilité, avec ce type d'outil, de s'auto-évaluer dans plusieurs domaines. Donc, Jean-Pierre a montré plusieurs domaines qui peuvent être intéressants pour un patient utilisateur pour évaluer son vieillissement fonctionnel. Il faut bien sûr qu'elles permettent de faire des autotests. Jean-Pierre a parlé notamment du test sur une jambe, ou la vitesse de marche. Il doit y avoir aussi des questionnaires utilisés pour évaluer le vieillissement fonctionnel, des questionnaires validés. Il ne s'agit pas de réinventer ce qui existe déjà, il y en a, notamment celui de Fried, par exemple. Il faut aussi mettre des algorithmes d'alerte dans cette application de suivi du vieillissement pour que le patient soit alerté d'anomalies et puis puisse accéder à un médecin, alors soit son médecin généraliste, soit directement à une téléconsultation via l'application vers un spécialiste. Tout à fait possible. Et bien sûr, avoir derrière un parcours de soins spécifique, parce qu'il ne s'agit pas de détecter des anomalies sans pouvoir les prendre en charge. Donc, il y a une expérimentation via un appel à projet de la CARSAT dans la région des Hauts-de-France qui va débuter prochainement avec une application de filtrage de patients, de détection précoce de préfragilité chez les 70 000 jeunes retraités de la région des Hauts-de-France. L'application en question s'appelle Edge Advisor et est conçue par Jean-Pierre Michel et elle permet de détecter la préfragilité et la fragilité à partir de tests et de questionnaires et ouvrira dans les Hauts-de-France à un parcours de soins spécifique avec comme objectif de réduire les coûts de la dépendance et bien sûr l'incidence des maladies chroniques qui peuvent être associées à un vieillissement trop précoce. Ce qui va être intéressant, c'est la conception de bases de données dont on a parlé avec l'application sur le coronavirus précédent, c'est la réalisation de bases de données pour créer des courbes de décroissance qui n'existent pas encore réellement. On a quelques courbes de croissance pour les enfants, où on se situe plus ou moins, mais on n'a pas encore de courbe de décroissance parce qu'on manque de données, et notamment de données en vie réelle. Et ça, ce type d'outil va permettre de configurer ces courbes de décroissance et de savoir plus précisément où on se situe sur le plan fonctionnel et même cognitif. Et bien sûr, ce type d'outil peut être utilisé tout au long de la vie car il y a la capacité de récupérer de préfragilité et fragilité à tous les âges. Alors voici quelques-uns des serious games ou jeux sérieux qui sont évalués dans cette application. Donc bien sûr, il y a des choses concernant le tabagisme, on va dire les antécédents du patient. Mais cette application permet de tester la vitalité, le statut nutritionnel, la qualité de vie, des tests sur l'équilibre, la sarcopénie, la force musculaire, etc. Et finalement de rendre un rendu sur plusieurs domaines, physiques ou cognitifs, y compris donc sur le plan cognitif, les capacités de raisonnement et l'évaluation de la mémoire, ainsi que sur des tests sensoriels. Donc voici par exemple un exemple d'un cas test du prototype de cette application. Donc c'est un patient qui est professeur de médecine, ancien doyen et 89 ans. Vous voyez sur cette fleur qui affiche finalement les différentes caractéristiques des différents domaines évalués par l'application, où se situe le patient avec des pétales clairs qui correspondent à 100% de la robustesse d'un domaine, et puis la pétale foncée qui finalement montre ce que fait le patient. Là, vous voyez chez ce patient que manifestement, il y a un problème en termes d'évaluation des domaines physiques, avec une force physique qui est assez faible, un équilibre qui est moyen, donc une force musculaire moyenne. Et puis, par contre, sur le plan cognitif, plutôt bien, pas trop de problèmes de mémoire, il est même plutôt au-dessus de la normale. C'est pareil pour les capacités de raisonnement. Sur le plan des émotions et sur le plan de possibles troubles anxieux, on note qu'il a une qualité de vie qu'il estime basse, et donc il y a une prise en charge à mettre en place chez ce patient pour éviter un déclin trop rapide qui impactera toute sa fonction, qu'elle soit, on l'a vu, physique ou même cognitive in fine. Un autre cas, ici un patient concierge de son état de 64 ans qui fait des tests
Alors, on voit que sur le plan physique, il est plutôt robuste, il n'a pas de problème spécialement d'équilibre ni de sarcopénie. Par contre, il a des problèmes qu'il n'avait pas envisagés concernant la gestion de ses émotions, des troubles cognitifs, notamment de mémoire qui apparaissent. Et donc, là aussi, une prise en charge ad hoc peut être envisagée précocement, puisqu'il n'a que 64 ans et on sait que ces troubles cognitifs vont précéder de quelques années une aggravation globale de son vieillissement. Ici, une dernière patiente qui a un déficit sur tous les domaines et qui relève là aussi d'une prise en charge globale pour retarder une dépendance qui est déjà bien avancée. Alors, pour conclure sur la e-santé et l'âge fonctionnel, eh bien, la e-santé en tant que telle est une évolution et probablement une révolution, en tout cas en cancérologie, puisque les applications dont je vous ai parlé tout à l'heure pour surveiller les patients avec un cancer vont être considérées comme des standards de surveillance et vont même être obligatoires aux États-Unis l'année prochaine et probablement les choses vont suivre en Europe prochainement. Elles sont, on l'a vu avec l'application sur le coronavirus, qu'elles peuvent être utilisées à grande échelle par des millions de personnes, pour peu qu'elles soient bien fichues, utiles pour le patient, valides sur le plan scientifique et apportent derrière une prise en charge immédiate, une réponse immédiate. Elles peuvent permettre, on l'a vu avec des tests bien connus, bien validés par la sphère gériatrique, de la détection précoce de fragilité, à partir de plusieurs tests et questionnaires. Elles peuvent aussi évaluer l'influence des interventions de correction, voir si ce que l'on propose pour corriger les pépins de différents domaines sont efficaces et donc permettre un suivi sur le long terme. Bien sûr, il faut faire des expérimentations de ces outils pour voir si les patients adhèrent et utilisent ces outils régulièrement, ce qui bien sûr en améliorera l'efficacité. On pourra créer des courbes de décroissance, ce qui n'existe pas encore sur le plan fonctionnel. Et puis, bien sûr, ce que l'on observe, et j'ai remis la diapositive de Jean-Pierre en bleu, c'est que les biomarqueurs du vieillissement et le cahier des charges de ces biomarqueurs, comme celui des applications, eh bien, est le même. Une application de suivi et d'évaluation du vieillissement fonctionnel doit permettre d'identifier des personnes à risque de vieillissement pathologique, doit permettre de proposer des interventions générales ou ciblées pour retarder l'apparition de ces troubles, doit faciliter l'évaluation des interventions pour assurer une qualité du vieillissement et être fiable et reproductible et sans danger. Donc, on a les mêmes critères finalement entre les biomarqueurs et une application de suivi du vieillissement fonctionnel. Voilà, je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long. Cher professeur, merci infiniment, c'était tout à fait passionnant et je propose à Catherine et Marie de prendre la main pour animer notre débat et vous rappeler que c'est sur le chat qu'il faut poser vos questions pour qu'on puisse aux uns et aux autres revenir sur tout ce qui vous paraîtrait utile à connaître, à savoir pour compléter tout ce qui vient d'être dit auprès de nos intervenants. Merci Catherine et Marie de prendre la main. Okay. Un micro, voilà. Alors, Catherine, tu veux commencer ou sinon je pose une première question? Je ne sais pas. Il faut que tu mettes ton micro, Catherine. Voilà. Merci. Donc, je joins mes remerciements à ceux de Sylviane, parce qu'il a été passionnant d'écouter les bases scientifiques et les critères retenus pour cette auto-évaluation fonctionnelle, notamment. Je lancerai quelques pistes de questions avant de passer la parole à Marie, animatrice qui rassemble et anime les questions du chat. Avec pour les 100 personnes en ligne, en sachant qu'à peu près le même nombre regarderont sans doute l'émission en replay. Donc, il serait peut-être, messieurs, intéressant d'évoquer le côté patient, c'est-à-dire les conditions de collecte, l'implication des patients et de leur entourage familial ou soignant de proximité pour pouvoir effectivement bénéficier de ces outils de e-santé et d'intelligence artificielle, leur motivation à agir, la nécessaire formation à ces outils des équipes soignantes, après validation par nos autorités de santé sur leur adéquation et leur performance. Il serait peut-être aussi utile d'évoquer toutes les problématiques industrielles pour assurer le développement de ces outils technologiques et réussir leur déploiement. Et tout autant les enjeux économiques majeurs, puisque le coût de la dépendance pour la société est immense, comme l'est aussi le coût humain et financier pour chaque famille quand il y a perte d'autonomie d'un de ses membres. On parle de gérontotechnologie, de silver economy, et enfin, ces outils et algorithmes destinés à favoriser la détection précoce et à déclencher des interventions de prévention
avec un suivi longitudinal, pose les habituelles questions de confidentialité et d'éthique. Voilà, je vous laisse entamer la discussion. Et Marie, merci de gérer toutes les questions du chat. À bientôt. Est-ce que vous voulez peut-être répondre à ce que dit Catherine ou est-ce que j'embraye directement avec les questions du chat? Je pense que s'il y a une réponse, c'est Patrice qui doit la donner concernant ce que vient de dire Catherine. Patrice a disparu. Non, il est là. Il faut remettre le micro. Professeur Michel. Sur le développement de la science de la gériatrie, Jean-Pierre, c'est comme ça que tu verrais la réponse? Moi, je pense que les questions posées par Catherine et qui sont évoquées sont extrêmement difficiles parce qu'en fait, elle a mélangé à la fois la notion scientifique des biomarqueurs que j'ai essayé de présenter et puis les applications que l'on pourrait avoir pour mesurer ces biomarqueurs. Je crois que mesurer l'âge chronologique, c'est facile. Mesurer l'âge biologique, c'est un peu plus compliqué puisqu'en fait, il va falloir avoir des prises de sang itératives et avoir cette mesure du DNA méthylé. Mesurer l'âge physiologique, c'est aussi très compliqué parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les multiples facteurs dépendent des différents systèmes, donc c'est compliqué. Donc, en fait, la meilleure approche, ce serait l'âge fonctionnel. Et l'âge fonctionnel n'est pas encore passé réellement dans l'activité médicale courante. Parce que quand on a une personne âgée en face de soi avec une polypathologie ou un problème quelconque, bien sûr, il y a le diagnostic médical. Mais il y a comment le diagnostic médical retentit sur la vie de tous les jours des personnes. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'application, d'auto-évaluation possible de ce déclin avec l'avance en âge. Et comment on peut récupérer ce déclin quand ce déclin est brutal ou quand ce déclin est progressif. Je crois que c'est très important d'avoir l'e-santé. Et ce qu'a bien montré, je crois, Fabrice Denis, c'est qu'en fait, par ces applications ces applications Internet ou web, eh bien, il est capable d'avoir une auto-évaluation progressive sur les symptômes, sur les signes que l'on ressent. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr, on peut voir le médecin, mais le médecin, il n'a pas cette approche tous les jours de la vie de la personne âgée. Et donc, cette e-santé va certainement complètement révolutionner les processus de vieillissement. Alors, bien sûr, on peut dire plein de choses. On peut dire qu'il y a une fracture technologique. On l'a parfaitement bien vu au moment de la crise Covid. Les personnes âgées ne sont pas toutes équipées avec, elles ont souvent, 80% des personnes âgées ont des mobiles pour téléphoner, mais à peine 60% des personnes âgées ont un computer. Et puis, le niveau d'apprentissage technologique de ces outils, il est très bas. Mais il est très bas pour les personnes âgées, mais malheureusement aussi en France, pour des personnes relativement jeunes, parce qu'elles utilisent leur téléphone, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont très compétentes au point de vue informatique. Donc, ces fractures technologiques existent, mais il faut bien penser qu'on est en train de cibler une population à mi-vie qui va vieillir, qui a l'habitude de plus en plus d'avoir ces outils en main et qui va essayer de progresser avec ces outils et surtout de décliner moins vite pour éviter quoi? Pour éviter la dépendance, pour éviter le déclin fonctionnel, pour éviter l'entrée en maison de retraite ou en EHPAD. Voilà l'intérêt de ces outils. Et vraiment, moi, j'y crois beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure et en lien avec une question qui est posée sur le chat. Vous disiez effectivement qu'on pouvait agir à tout moment sur le vieillissement et vous évoquiez l'épigénétique avec les habitudes de vie qui permettent d'agir au-dessus de son capital génétique, en quelque sorte. Il y a des questions sur les télomères que vous avez évoqués, justement, qui sont un peu un marqueur, en fait, du vieillissement et qui s'usent, enfin, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, et qui s'usent
vous disiez tout à l'heure, avec l'âge. Et quelqu'un posait une question sur, voilà, si vous pouvez expliquer un petit peu plus ce que c'est que le télomère, Oui. et expliquer comment est-ce qu'elles peuvent s'user ou éventuellement pousser. J'avais vu qu'effectivement, elles pouvaient repousser avec les… Malheureusement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, non, mais en tout cas avec des habitudes de vie plus adaptées. Donc voilà, une question sur les télomères en lien avec les habitudes de vie. Alors, d'abord, il faut expliquer ce que c'est le télomère. Le télomère, on a du DNA, et au bout de ce DNA se réplique régulièrement, et c'est grâce au DNA et à cette réplication que l'on arrive à vivre et à survivre. Et ce DNA, il a ces bandes amorphes. Alors, il faut comparer ça un petit peu à des anciennes bobines de films. Les anciennes bobines de films avaient toujours des bandes amorphes pour pouvoir que le film passe et se déroule. Eh bien, c'est la même chose. Pour que le DNA se réplique, il faut qu'il y ait une petite bande amorphe. Et c'est ce que l'on appelle le télomère. Et avec le vieillissement, le télomère a été considéré comme un bon marqueur. Mais en fait, on sait de plus en plus que les télomères ne peuvent pas être un bon marqueur parce qu'effectivement, il y a cette action de la télomérase avec l'avance en âge et que cette télomérase dépend beaucoup de différents facteurs. Pour diminuer la télomère, il faut l'âge, un stress, des mauvaises conditions environnementales et aussi des conditions pathologiques. Et effectivement, comme vous le dites, il a été montré que si vous arrêtez de fumer, si vous aviez un meilleur régime, si vous avez une meilleure qualité de vie environnementale et autres, avec des activités physiques, vous pouvez arriver à espérer avoir un petit allongement des télomères. Mais d'un autre côté, si vous avez des télomères très longs, à ce moment-là, le problème, c'est le problème de la pathologie. Et c'est tout cancéreux. Et c'est tout le thème qui est vraiment la balance qui se passe entre la réduction du télomère qui est liée à l'âge, et à tous les facteurs que je viens d'expliquer, et puis l'allongement des télomères qui sont liés à une pathologie cancéreuse. Est-ce que j'ai été clair? Moi, je trouve ça très clair. J'espère que ça a répondu en tout cas à la question de la personne sur le chat. Il y avait une question sur les chutes que vous avez évoquées tout à l'heure, qui était un marqueur, enfin genre l'équilibre, vous avez parlé de l'équilibre. Et une question sur les chutes, est-ce qu'il y avait d'autres moyens de prévenir les chutes à part l'arrêt de la marche en parlant que vous évoquiez tout à l'heure? Oui, alors j'ai parlé de cette étude parce qu'elle était assez amusante et puis qu'elle a entraîné beaucoup de conséquences et de recherches. En fait, malheureusement, et je m'adresse un petit peu à Brice, il n'y a pas pour l'instant d'individualisation ou de technique de e-santé qui permettent de détecter les chutes. Malheureusement, on ne sait pas. On n'a pas d'instrument. On n'a pas d'instrument. J'ai fait une étude assez importante parce que je voulais monter une étude au niveau de l'Académie de médecine. Je n'ai pas pu parce que je n'ai pas trouvé d'instrument. Par contre, vous avez des tas de détecteurs qui existent que vous pouvez établir dans la maison. C'est de l'application technologique à la maison avec des capteurs qui vous permettent d'assurer une petite lumière pendant la nuit et qui vous permettent aussi de voir s'il y a un problème de marche de la personne âgée, s'il y a un problème de chute et donc d'appeler des secours. Mais il n'y a pas vraiment de détecteur de savoir si demain je vais chuter ou pas. Ça, il n'y a pas. Par contre, on sait très bien que s'il y a ces problèmes de mobilité, les chutes sont plus fréquentes, mais il n'y a pas de e-santé ou de détecteur e-santé pour détecter les chutes. Donc, la petite histoire que je vous ai racontée concernant le fait de marcher et de répondre aux questions est quelque chose d'assez intéressant que vous pouvez tester avec vos amis ou les personnes plus âgées que vous fréquentez. Merci beaucoup. Toujours sur les chutes, une question, est-ce qu'il y a une évaluation du coût économique des chutes? En France, les chutes coûtent 2 milliards par an. 2 milliards par an. 2 milliards par an. D'accord. Bah, écoutez, ça fait réfléchir. Et surtout, c'est les conséquences. Parce que 20% des malades qui ont chuté et qui ont eu une fracture du col du fémur vont mourir pendant l'année. 50% ne vont pas marcher comme ils marchaient avant. Et donc, les conséquences sur la qualité de vie, sur les fractures du col, c'est souvent des ruptures de vie. Et donc, il faut faire très attention à ces chutes, à cette ostéoporose, à cette sarcopénie, et donc faire toute la prévention possible pour éviter ce drame. À propos des applications, des outils connectés que vous évoquiez, une question effectivement sur l'utilisation de ces outils.
vous évoquiez par les personnes âgées, alors en situation de précarité, est-ce que justement elles sont utilisées par tous, qui sont utilisés par tous ces outils? Est-ce que je peux dire un mot juste avant que Fabrice réponde? Je crois que l'importance, et j'essayais vraiment de vous le montrer dans mon topo, c'est que tout se passe à mi-vie. Et donc, c'est aux alentours de 50, 60 ans qu'il faut prendre soin. C'est là où tout se passe. Et soit vous enclenchez vers un bon vieillissement, soit vous enclenchez vers un mauvais vieillissement. Et c'est pour ça que les outils au très grand âge peuvent être utiles, mais si vous voulez, ils sont moins utiles que s'il y a un suivi dynamique à partir de l'âge moyen de la vie. Mais Fabrice, je pense que tu vas répondre mieux. Au micro, Fabrice. Donc, par exemple, des conseils de marche, de marche régulière, de nutrition adaptée, d'un bon sommeil, d'interaction sociale. Je sais pas, Fabrice, mais répondre par rapport à la technologie. Oui, j'ai revu. Deuxième question pour la prévention elle-même. Alors, allez-y. Fabrice. Oui, j'ai un souci de débit Internet, ce qui ça la fout mal, comme on dit. Non, mais ce qui se passe de plus en plus, c'est que des actes infirmiers sont créés, en fait, et vont être créés pour que des infirmières à domicile passent voir les patients et leur fassent utiliser ce type d'outils de prédiagnostic ou d'évaluation. Et ça, à partir du moment où on aura des actes infirmiers, des actes médicaux pour les médecins qui pourront même suivre plusieurs patients comme ça par ce type d'outils, on aura une rupture de la fracture numérique, puisque là, ce sont les personnels de soins qui iront voir les patients chez eux. Donc ça, c'est en marche pour la loi de santé 2022. Alors, je vais répondre quand même comment prévenir les chutes. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions à faire. D'abord, sur le plan individuel, il y a incontestablement la marche est absolument importante. Il faudrait avoir à peu près 150 minutes d'exercice physique, marche ou autre, par jour. Mais il y a aussi un problème nutritionnel parce que la sarcopénie, comme je vous l'ai montré, diminution de la masse musculaire, diminution de la force musculaire, diminution de la fonction musculaire est importante. Il faut penser à une bonne alimentation. Et ce que oublient souvent les personnes âgées, c'est l'apport en protéines. Et il faut savoir que, bien sûr, les goûts changent au fur et à mesure que l'on vieillit, qu'on aime beaucoup moins la viande rouge et la viande, et que les poissons sont extrêmement chers, mais il faut penser au laitage, il faut penser à tout ce qui est laitier et qui permet d'apporter des protéines importantes. Et puis, s'il y a un risque majeur, on peut aussi avoir des compléments nutritionnels sous la forme de compléments nutritionnels, des oraux qui peuvent être apportés. Les compléments nutritionnels, pour apporter quoi comme nutriments, justement? Pardon? Des compléments nutritionnels, quel type de compléments nutritionnels? Avec un apport riche en protéines. En protéines. Et en vitamines, et en calcium et en minéraux. Mais il faut les prendre à la fin du repas ou juste avant de dormir. Parce qu'autrement, vous diminuez votre alimentation. Et ça, c'est très mauvais. Mais ça, c'est l'indication du médecin lui-même. Ok, une question sur les mutuelles qui pourraient avoir un intérêt à financer des applications de détection précoce dans une optique de prévention. Bon, ça, ce n'est pas de votre ressort sur les mutuelles, mais j'imagine effectivement que c'est vrai que c'est une vraie question de pouvoir effectivement, pour inciter les gens finalement à être dans une démarche de prévention, s'il y avait des applications qui étaient remboursées ou des… Je ne sais pas si c'est des démarches que vous avez pensées, j'imagine. Fabrice, je pense qu'il va répondre. Allez-y. Il y a déjà des discussions en cours avec plusieurs mutuelles, effectivement, qui ont bien compris l'intérêt de la détection précoce des fragilités. Donc, c'est, à mon avis, quelque chose qui sera rapidement proposé à leurs adhérents au vu des bénéfices que l'on en attend. Donc, c'est en cours, oui. Ok, on demande effectivement s'il y a des études sur l'activité physique et intellectuelle des retraités qui influent sur le vieillissement. Des études, il y a énormément d'études. Sur le plan activité physique, oui, c'est bien prouvé que c'est maintenir une activité physique tout au long de sa trajectoire de vie dans le grand âge est extrêmement important. Et cet après-midi, j'étais dans une maison de retraite pour un ami et la personne qui nous a accueillis, la directrice de la maison de retraite, nous a dit que
les pronostics des personnes qui, après fracture du col du fémur, qui avaient eu antérieurement une activité physique continue, récupéraient beaucoup plus que ceux qui n'avaient pas d'activité physique antérieure. La nutrition aussi. Alors ensuite, pour les activités cognitives, il y a trop de sujets âgés, de sujets qui, au moment de la retraite, arrêtent d'avoir des activités intellectuelles. Et ça, vraiment, c'est très mauvais. Il faut continuer à activer son cerveau pour avoir la capacité de maintenir le plus longtemps possible sa réserve cognitive. Alors, qu'est-ce que c'est que la réserve cognitive? La réserve cognitive, c'est en fait ce que l'on a acquis tout au long de la vie. Et cette réserve cognitive, elle a été démontrée par une étude chez une cohorte de religieuses aux États-Unis par un dénommé Snowden. Il a étudié une communauté religieuse. Et dans cette communauté religieuse, la mère supérieure, Marie, était rentrée dans la communauté religieuse à l'âge de 8 ans. Elle avait été abandonnée. Elle avait grandi dans cette communauté. Elle était devenue la mère supérieure de cette communauté. Et cette communauté avait décidé que, en fait, ils allaient continuer à donner leur âme au Seigneur et leur cerveau à l'étude. Et donc, elles avaient très régulièrement des tests neuropsychologiques et après leur décès, elles avaient une autopsie avec donné leur cerveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que Sœur Marie, qui était devenue la responsable de cette communauté, avait toujours des tests cognitifs normaux tout au long de sa vie. Et quand son cerveau a été autopsié, son cerveau était celui plein d'amyloïdes qui ressemblait étrangement à un problème de maladie d'Alzheimer. En fait, il y avait une discordance majeure entre sa fonction cognitive apparente et son cerveau. Et la réserve cognitive avait été construite chez cette dame parce qu'elle avait acquis beaucoup de savoir, parce qu'elle connaissait le nom de tous les élèves, parce qu'elle continuait à s'élever son niveau intellectuel. Et donc, la réserve cognitive permet de retarder l'apparition des signes cliniques de la maladie démentielle. Il y a une question sur les restrictions caloriques. Est-ce que les restrictions caloriques seraient susceptibles de ralentir le vieillissement? Ou alors, plus généralement, je ne sais pas, le jeûne, on parle beaucoup de jeûne en ce moment. Voilà, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Alors ça, c'est une question qui est tout à fait à la mode et qui est très débattue. D'abord, je bien dit que le problème majeur chez les personnes qui vieillissaient, ce n'était pas le problème de surpoids, c'était le problème de dénutrition. Donc ça, c'est la première chose. Les personnes veulent commencer à faire du régime, des régimes restreints ou de jeûne, ou alors le problème d'avoir de manger pendant une certaine période de la journée, par exemple 8 heures par jour, pendant 8 heures on peut manger, puis les 16 heures autres on mange. Sauter un repas, Voilà, sauter des repas. Alors ça peut se faire éventuellement à mi-vie, mais quand on est âgé, je ne conseillerais absolument pas ce type de régime parce que ça, c'est vraiment dramatique. D'autre part, quand on parle de la restriction calorique globale et qui a été appliquée surtout chez les singes et qui ont vécu beaucoup plus longtemps sans maladie, on s'est rendu compte très vite que ces régimes caloriques bien ciblés permettaient de vivre plus longtemps, mais en fait, chez les hommes, ce n'est pas souvent ces régimes équilibrés et restreints qui sont appliqués, mais des régimes avec des dissensions et des manques qui apparaissent. Et donc, incontestablement, c'est très mauvais avec le vieillissement, parce que si vous n'avez pas une alimentation régulière qui vous apporte tous les nutriments, tous les minéraux, toutes les vitamines qui sont nécessaires, vous avez un déséquilibre alimentaire qui est catastrophique. Donc, personnellement, si on veut faire ce type de régime restrictif ou ces séquences de restrictions, il faut les faire à mi-vie, mais pas après un certain âge dans la vie. Mais à mi-vie, elles peuvent avoir un impact positif en prévention? Alors, elles peuvent avoir un impact positif, surtout si vous avez une obésité ou un surpoids. Parce que, et là encore, c'est contesté. Un récent article de la semaine dernière encore dans JAMA montrait que ce n'était pas sûr que ça protège des maladies coronariennes et cardiovasculaires. Une question sur le régime cétogène. Vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est que le régime cétogène? Alors, oui, ben ça, c'est bien parti. Là, actuellement, on ne croit plus que ce régime soit actif. On ne croit plus que ce régime soit actif. Et même chez l'animal, on n'est pas sûr que ce régime soit actif.
c'est-à-dire… Mais vous pouvez peut-être rappeler en fait ce que c'est pour… C'est un régime essentiellement basé sur des protéines qui dominent et qui sont essentiellement fournies pendant l'alimentation avec une suppression de tous les les sucres, ces choses-là, et moins de lipides aussi. En fait, pour bien vieillir, les régimes qui marchent le mieux actuellement, qui sont mieux testés, c'est le régime méditerranéen, la diète méditerranéenne, qui est en fait ce que l'on a constaté dans ce que l'on appelle les zones bleues du monde, c'est-à-dire là où les personnes vivent le plus longtemps. C'est un régime relativement basé sur des légumes, sur l'apport de poissons, sur beaucoup de pain et sur très peu de viande rouge en particulier, et avec beaucoup d'huile d'olive et aussi des noix ou des noisettes ou des choses comme ça. Ça, c'est le régime qui marche le mieux. La deuxième chose, un régime qui marche très bien aussi, c'est le régime DASH. C'est un régime qui est limité en sel, et ce qui est très bien aussi, c'est ce régime DASH associé, limité en sel, plus le régime méditerranéen, qui constitue le régime MIND, et le régime qui, en fait, marche le mieux pour prévenir l'ensemble des troubles, et en particulier les troubles cognitifs. Et des études sur 10 ans ont montré que les personnes qui respectaient bien un régime méditerranéen limité, avec un apport limité en sel, bénéficiaient énormément d'une meilleure cognition au grand âge. C'est les régimes qui actuellement sont le plus préconisés pour bien vieillir. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'il y a beaucoup d'oméga 3, parce qu'il y a beaucoup de consommation de poissons? Exactement, oui. Mais il n'y a pas que les oméga 3, parce que là encore, c'est très discuté. Très récemment, encore dans mes lectures de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on voit que les oméga 3 ne changent pas énormément le pronostic et la prévention des accidents cardiovasculaires. Une question sur les biphosphonates. Est-ce qu'il serait utile pour éviter les ruptures du col du fémur au cours d'une… Alors, ça dépend vraiment de la pathologie et du médecin qui a prescrit ces biphosphonates. Il est évident que si vous avez une ostéoporose bien sévère et que vous avez des bisphosphonates, ils seront très actifs pour prévenir toute fracture, et en particulier la fracture du col du fémur. Mais si vous voulez, c'est une indication médicale et on n'en est plus dans la prévention grand public. Ok, vous avez évoqué tout à l'heure les compléments alimentaires en protéines. Une question sur la spiruline, disant que ce serait un bon exemple de complément alimentaire. Alors, j'ai publié pas mal sur la spiruline il y a quelques années, mais ça fait très longtemps. Et bon, c'est encore toujours utilisé, mais c'est encore très critiqué. Et ce n'est pas quelque chose que, après beaucoup d'études et avoir été un fervent adepte de la spiruline, j'aurais conseillé, je conseillerais actuellement. Alors, quelqu'un réagit par rapport à ce que vous avez dit sur le régime cétogène en évoquant les travaux de Walter Longo, disant que ça contredisent ce qui vient d'être dit sur le régime cétogène. Je ne connais pas ces travaux, donc je ne pourrais pas me prononcer. Alors, une question sur le stress. Est-ce que ça joue sur l'accélération du vieillissement? Vous avez évoqué le stress qui agit sur les télomères. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Le stress, évidemment, agit sur les qualités du vieillissement et évidemment altère la qualité du vieillissement. Alors, quel est l'effet à long terme de ces stress que l'on a dans la vie professionnelle ou dans la vie ultérieure? Je ne peux pas vous dire, mais en fait, le vieillissement, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il n'y a pas que l'individu est lui-même fait de tas de complexité, et l'environnement est aussi complexe, et les stress font partie de tout ça. Alors, le stress intervient, mais je ne connais pas personnellement d'études ayant montré l'influence d'un stress continu sur le vieillissement, bien que je suis pratiquement certain que ça doit exister. Ok, je crois qu'il va falloir bientôt conclure, puisqu'on approche de l'heure 19h30 pour effectivement pouvoir libérer les intervenants et les auditeurs. Alors, il y a peut-être une dernière question. Catherine, tu veux peut-être la formuler parmi celles qui viennent d'être posées? Oui, alors je viens de… Vas-y, je t'en prie.
Bon, quelles applications peut-on utiliser, comme par exemple les montres connectées? Et on vous demande le nom d'une application de suivi du vieillissement. Bon, vous avez évoqué vos… Je vais peut-être vous laisser réagir pour la dernière question, voilà, pour conclure. Et en fait, je pense que le professeur Denis pourra expliquer sur quelles autres pathologies ces applications pourraient être utiles. Alors pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'application, on va dire, accessible et remplissant tous les critères de qualité, qu'elle soit scientifique ou technique. Donc Edge Advisor est clairement en termes de triage, bon voilà, elle a été faite avec les plus grands experts mondiaux en gériatrie, dont Jean-Pierre. Ça sera clairement celle qui sera la référence et elle sera disponible d'ici quelques semaines. Concernant les autres pathologies, c'est vrai que bon, moi je suis cancérologue. Pour l'instant, il commence à y avoir quelques applications qui visent à faire de la prévention et de la détection précoce de cancer en se basant sur l'activité physique, dont on sait qu'elle réduit de 20% l'incidence des cancers, et pareil pour les récidives. Mais finalement, vous voyez, on a 300 ou 400 000 applications disponibles, mais il n'y a pas encore de choses evidence-based, c'est-à-dire validées par des études cliniques qui permettent de dire demain, la sécurité sociale va payer une application à tout le monde pour dire celle-ci est bénéfique, celle-ci est remboursée en prévention ou en détection précoce de certaines anomalies. C'est en cours parce que des travaux sont en cours. Mais il est pour l'instant, il n'y a pas pour l'instant quelque chose qui sort, on va dire, des stores pour être conseillé tout de suite, là maintenant, pour tout à chacun. On voit qu'il y a une expérimentation dans les Hauts-de-France qui va être lancée. Il ne faut pas uniquement faire du dépistage précoce, il faut aussi faire de la prise en charge précoce. Il faut qu'il y ait derrière un parcours de soins qui puisse permettre de répondre aux problèmes et de suivre l'efficacité de ce problème. C'est quelque chose qui va arriver progressivement. Je pense qu'en 2021, on aura les outils et la prise en charge. Mais finalement, on n'en est qu'au tout début de l'aventure de la e-santé dans ce mieux vieillir. Mais ceci sera aussi utilisable peut-être pour des applications de détection de troubles chez le jeune enfant, comme peut-être un jour l'autisme ou alors ça, c'est déjà quelque chose sur lequel on travaille, avec un carnet de santé numérique qui va être lancé, pareil, là, dans un mois, qui va viser à suivre, alors c'est les parents qui suivront leurs enfants avec cette application, qui va s'appeler Malo, qui va être le premier carnet de santé numérique et qui va permettre de faire de la détection précoce des troubles du développement, mais cette fois à l'inverse, des retards du développement plutôt que des développements qui s'altèrent, de 0 à 16 ans. Et on sait d'ores et déjà qu'avec ce type d'outils, on peut détecter un autisme dès l'âge de 1 an, voire même dès l'âge de 1 mois, là où d'habitude on attend 5 à 6 ans de vie pour détecter ce type de problème, simplement avec des questions toutes simples. Une question toute simple qu'on peut poser aux parents. Est-ce que votre enfant sourit lorsqu'il a 1 mois de vie, 1 mois de vie? Un enfant qui ne sourit jamais à 1 mois a de grandes chances d'être autiste. Donc voilà, c'est ce type de questionnaires qui peuvent être répétés régulièrement au cours du suivi du développement cognitif et fonctionnel de l'enfant et permettre des diagnostics précoces. Donc ça va arriver prochainement. Cher professeur, je voulais peut-être maintenant vous poser une question aussi par rapport à nos jeunes qui nous écoutent, beaucoup de jeunes étudiants notamment, et les jeunes qui sont avec nous, par exemple, avec des engagements très actifs sur les questions écologiques. Est-ce qu'il vous paraît que ces jeunes auront l'envie d'utiliser encore plus ces applications pour détecter ces troubles du vieillissement et ces questions? Fabrice, je te laisse répondre peut-être. J'espère que oui, moi personnellement, mais de toute façon, les applications actuellement chez les jeunes, enfin mes petits-enfants, ont plein d'applications et je pense qu'elles vont continuer à utiliser ces applications et les multiplier. Alors j'ai un petit retard à l'allumage avec mon bébé. Tout à fait. Fabrice. J'arrive. Est-ce que les jeunes vont utiliser des applications? Ils les utilisent déjà. C'est clairement quelque chose qui est très facile à mettre en place puisqu'ils utilisent tous les jours une application qui est leur carnet de notes qui s'appelle Pronote à l'école. Ils utilisent aussi des applications de réseaux sociaux et avec l'encadrement des parents ou sous prescription médicale dans certains cas, il sera évidemment très facile de leur soumettre ce type d'outils puisque ils sont déjà beaucoup plus attachés à un smartphone qu'à un livre ou une télévision. Donc maintenant, ce type d'outil va être évidemment très facile d'accès pour eux et donnera des informations importantes tout au long de leur vie de jeune. Même à 16 ou 17 ans, pour détecter des addictions, par exemple, très précocement et les prendre en charge.
Moi, j'avais une toute dernière question avant de laisser Sylviane conclure. À propos de la période des 1000 jours dont on parle beaucoup en ce moment, le gouvernement vient de faire un rapport sur les 1000 jours pour prendre en compte cette période de la grossesse et des 2 premières années de vie, qui s'appelle les 1000 jours, où apparemment beaucoup de mécanismes de réaction épigénétique ont lieu pendant cette période-là. Est-ce que cette période peut conditionner un vieillissement, un vieillissement plus ou moins réussi? En tout cas, moi, plus ou moins. J'avoue que je ne sais pas répondre à la question. Non? Probablement que oui. Ça reste à confirmer. Ce qui est probable quand même, c'est que si on laisse traîner des problèmes de développement physique ou cognitif qui peuvent être corrigés très tôt dans les 2 ou 3 premières années, parce qu'il y a une plasticité neuronale qui est quand même bien plus importante qu'à 15 ou 50 ans, on aura un bénéfice sur le long terme. Mais ce que l'on cherche surtout, c'est vraiment à éviter des retards diagnostiques avec ce type d'outils et faire aussi beaucoup de prévention, parce qu'on peut faire avec ce type d'outils des 1000 jours, donc des questionnaires répétés tous les mois ou tous les 2 mois, de la prévention d'obésité avec des conseils nutritionnels qui s'appliquent dans l'enfance et dont on sait qu'ils peuvent aussi prédisposer à des maladies cardiovasculaires dans les décennies suivantes. On sait que les premières plaques d'athérome, elles se déposent à l'âge de 3-4 ans. Enfin, en tout cas, le terrain de la paroi vasculaire commence à se préparer à des athéromes très tôt. Donc oui, il y a des conduites qui peuvent en tout cas prévenir ou retarder certains vieillissements accélérés d'origine notamment vasculaire, mais ça reste à démontrer. Écoutez, je vais devoir malheureusement vous proposer de conclure cette soirée parce que nous avons dépassé l'heure et vraiment nous étions extrêmement intéressés et c'était tout à fait passionnant. Vous voyez bien les réactions qui sont venues sur le chat, la conversation. Beaucoup de participants vous remercient, mesdames et messieurs, pour cette soirée, ces discussions, ces échanges, c'est aussi découverte, parce que c'est certainement pour nous qui ne sommes pas à votre niveau d'expertise sur ces questions, c'était pour nous vraiment l'occasion de découvrir beaucoup de données, des données scientifiques. Merci, monsieur le professeur Michel, pour tout ce que vous nous avez mis l'accent sur certains chiffres absolument incroyables par rapport à l'élévation de cette question. Le vieillissement concerne aujourd'hui la plus grosse majorité de la population sur cette planète. Et nous avons, avec peut-être ces nouvelles applications qui arrivent, des solutions qui permettront à chacun ou à beaucoup, probablement demain, de tenir par rapport à ce sujet, ce mot de la résilience, qui est un mot aussi très à la mode, mais tellement important dans un monde qui change et qui change vite. Donc, merci à vous. Merci à tous nos partenaires aussi, les associations qui nous aident à organiser et qui sont aux manettes de l'organisation de ces soirées, de ces visioconférences. Nous avons les prochains rendez-vous qui seront donc le 18 mars. Nous vous donnons rendez-vous le 18 mars si vous le souhaitez. Vous serez aussi sur un sujet qui peut concerner les questions de santé, sur la question des microbes. Les microbes au service de la production végétale et de l'action d'une nouvelle façon de produire et d'avoir une naturalité dans notre nature, peut-être redécouvrir comment les microbes peuvent contribuer aussi peut-être à de la nature. Voyez un peu plein de sujets nouveaux, plein de sujets que nous vous proposons de découvrir ensemble et surtout, interrogeons-nous sur ce qui change aujourd'hui dans nos vies, dans ce qui change dans notre monde et ce qui change dans notre économie pour continuer à avancer et à être, je dirais, tout simplement vivant. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci à vous tous et on se dit à très très bientôt. Merci à vous et bravo. Au revoir. Merci à tous et bravo. Merci à tous.